L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour et bienvenue à notre rencontre de cette semaine. Mon invité aujourd'hui, moi je dirais que son cerveau est comme un terrain très fertile parce que si tu le présentes avec une idée pour la communauté, tu peux être sûr qu'elle va se charger de son développement et son succès. Je vais échanger avec Denise Bouffard. Salut Denise. Bonjour Thérèse. Hey, quand on était sur le comité d'école, on n'aurait jamais pensé d'avoir un échange. D'être ici aujourd'hui. Un échange comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, moi je trouve que tu toujours prends soin de les choses humanitaires. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais on va essayer de découvrir. Tu es native de Scottstown, qui est un petit village pas loin de Lac-Mégantic? Oh, c'est pas loin de Lac-Mégantic, Bury, pas tellement loin de Sherbrooke non plus. Un petit village qui a été colonisé, si on veut, ou monté par des Écossais. Okay. Qui nous faisaient une belle danse écossaise et une belle parade à chaque année. C'était bien joli. Mais moi, j'étais plus à la campagne. Tu étais à la campagne. Oui. Puis j'imagine que déjà, si tu vivais à la campagne, il y avait ce sens d'entraide entre les gens qui existait déjà. Oui, quand même. Oh oui. Je pense juste à ma mère, comment est-ce qu'elle recevait les voisines qui avaient des choses à dire, qui avaient besoin de se raconter, de se vider le cœur. Et ma mère les écoutait. Elle était très, très recevante. Alors, je pense que, bon, j'ai tout vu ça, puis j'ai dit, c'est quelque chose qui pourrait être bon pour moi aussi, d'aider les gens. Tu m'as raconté, il y a un moment donné, l'histoire que ton père et les poupées, toi, tu avais plusieurs poupées. Raconte ça, là. Oh, mon Dieu. Oui, mon père, il voulait que je sois capable de donner, d'être généreuse. Et puis moi, j'avais 4-5 poupées, j'en avais eu en cadeau de ma grand-maman et tout ça. Et les petites voisines étaient pauvres et elles n'en avaient pas. Alors, mon père, il dit, pourquoi tu donnerais pas une poupée à la petite voisine en bas, là, qui a à peu près ton âge, là? Elle serait contente. J'ai dit, oh, ben oui, OK, j'en ai plusieurs, c'est pas grave. Mais il dit, pas n'importe laquelle, là. Il dit, il faut que tu donnes ta plus belle, celle que tu aimes le plus. Oh, là, c'est un petit peu plus difficile. Mais je l'ai fait quand même. J'ai donné ma poupée qui était une poupée religieuse. Elle était déguisée en religieuse, tout ça. Puis c'était ma grand-mère qui me l'avait donnée. Puis je l'aimais beaucoup, puis je l'ai donnée. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Oh mon Dieu, je ne sais pas. Je vais peut-être avoir 8-9 ans, peut-être. Okay. Donc, c'est ça, mais c'était déjà cette idée qu'on donne, on aide. Oui, c'est ça. Aux autres, c'était déjà inculqué. Ah, ben oui, par les parents qui aimaient beaucoup aider le monde, effectivement. Donc, tu as grandi dans Scottstown, dans cette région-là. Tu es allé à l'école, puis tu m'avais dit aussi que dans le temps, il y avait peut-être 3 choix. Enseignante, infirmière ou secrétaire quand on terminait. Oui. Puis c'est vrai, il n'y avait pas une grande éventail de choix. De choix de carrière, non, il n'y avait pas beaucoup de choix, effectivement. Ça fait que j'ai choisi d'être enseignante parce que, bon, secrétaire, je ne voyais pas où est-ce que je pourrais faire ça dans mon coin. Et puis, infirmière, bien, il n'y avait pas d'hôpital non plus. Dans le coin, c'était beaucoup plus loin. Puis bon, en tout cas, c'était ça qui était en tout cas, que je connaissais le mieux. Parce que j'étais allée dans une petite école de rang avec une institutrice qui enseignait à 7 niveaux, était capable.
la petite Fleurette Lamoureux, qui était toute petite. Et puis, bon, alors, c'est ce que j'ai choisi de faire. Alors, je suis allée à l'école normale Marguerite Bourgeois à Sherbrooke. J'étais pensionnaire, j'ai été 2 ans, j'ai été chercher mon brevet B. Parce que, bon, brevet B, je pouvais enseigner aux petits, je ne pouvais pas nécessairement enseigner aux plus âgés, là. Peut-être au début du secondaire, mais pas plus. Mais comme mes parents n'étaient pas riches, j'ai dit, ça va être correct, un brevet B, puis je pourrais peut-être continuer à étudier à temps partiel, parce que c'était pensable déjà à cette époque-là. OK. Alors, j'ai commencé à enseigner à Scottstown. Oh, tu as Dans mon enseigné... patelin. OK, dans ton patelin. Dans mon patelin. OK. Oui, une petite 2e année. Puis tu as enseigné quelques années. Puis c'était à quel moment que tu as rencontré Jean-Marc, qui a eu une influence? Ah oui, qui a eu une grosse influence. Parce que c'était quelqu'un qui aimait ça, organiser toutes sortes de choses. Mais c'est ça. Oui, oui, oui. Bon, ben écoutez, je ne sais pas comment, je l'ai rencontré, je suis allée à Piopolis parce qu'il restait là, lui. Et puis, c'est une de mes amies qui me l'a présenté. Alors, bon, il a commencé à m'écrire et puis c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Et lui, il était en train d'organiser le centenaire de Piopolis. Et c'était quelque chose. Hein? C'était pas un petit centenaire qui avait l'intention de faire, mais beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Ça fait qu'il m'a impliqué là-dedans. Alors, je l'ai aidé. Il y avait même un livre sur l'histoire de Piopolis. J'ai contribué un peu. Puis, bon, puis on avait les fins de semaine on sortait dans les différents petits villages autour, les municipalités, pour aller annoncer que le centenaire de Piopolis s'en venait. Puis on le faisait d'une façon assez amusante, là. On dansait, on faisait des danses carrées, on faisait une soirée de danse traditionnelle. Alors j'étais déguisée en grande robe traditionnelle, tout ça. Et c'est ce qu'on faisait pour annoncer le centenaire qui s'en venait. À un moment donné, tranquillement, mais c'est en même période qu'il te demande en mariage? Oui, le centenaire s'en venait, là. On était proche, là. Et bon, il m'a demandé en mariage. Bon, et on avait décidé d'aller en Afrique. Mais c'est ça, il y avait les 3... Les 3 choses en même temps. En même temps, OK. C'est la Sainte Trinité. Donc, tu avais le centenaire, le mariage. Oui, et à un organisé. moment donné, lui, parce que l'humanitaire et tout ça, là, Oui. il était intéressé, il demande si tu voulais aller en Afrique. Oui, on voulait aller enseigner en Afrique. On voulait tous les deux aller enseigner en Afrique. Toi aussi, c'était intéressant. Ah, pour trouvais moi aussi, l'idée. ça m'intéressait, ça, parce qu'il y avait eu des sœurs blanches qui étaient venues dans nos écoles, qui étaient venues nous parler de l'Afrique, puis le travail qu'ils faisaient là-bas, puis ils aidaient les gens, puis les gens avaient besoin. Ça fait qu'on dit, on va y aller, hein? Oui, on aimerait ça, nous autres, aller vivre cette expérience-là. Alors, il y avait Suco à l'université. Jean-Marc était encore à l'université à cette époque-là. Et il y avait cet organisme-là, le Service canadien Outre-mer, pour aider les gens. Alors, on s'est inscrit pour aller enseigner en Afrique, au Sénégal. Mon Dieu, est-ce qu'il y avait une préparation avant? Je veux dire, ou est-ce que vous étiez juste joints puis vous êtes arrivés, mais est-ce qu'il y avait une certaine préparation pour... Oui, il y a eu une certaine préparation. Où est-ce qu'il donnait comme une formation là, pour nous dire comment ça se passait, puis comment est-ce qu'il fallait agir avec les gens là-bas, puis un petit peu là, nous enseigner la pédagogie qu'on devrait développer avec les Africains. Parce que c'était complètement différent, puis vous étiez censé d'enseigner quoi? On était censé enseigner le français, bien sûr. Et quand on est arrivé là-bas, ils nous ont dit, on n'a pas besoin de professeurs de français. On a besoin de professeurs d'anglais. Et Jean-Marc et moi, on n'était pas très anglophones, pas très bons en anglais. Et moi, je te connais très bien, puis moi, en tout cas... C'est terrible, pas terrible. Hein? Et puis, Jean-Marc enseignait la biologie. Ça, c'est correct, là. Il avait suivi des cours de biologie déjà, puis c'était correct, c'était frais dans sa mémoire. Mais moi, il fallait que j'enseigne la géologie.
Et la géologie, j'avais aucune notion de ça, moi. Alors, j'apprenais mes cours. C'est aussi pire que l'anglais. Oui, c'était pas mieux. Il fallait que j'enseigne ça dans une région, à Louga, en Afrique, où est-ce que c'était désertique. Il y avait que du sable. Alors, comment enseigner les roches quand tu n'as seulement que du sable et puis qu'il n'y a pas de roches, là, que les enfants, pas les enfants, c'était des adolescents, des jeunes, qui avaient comme pas de notion de ce que ça pouvait être, la géologie. Alors, c'était quelque chose. Et qu'est-ce que tu as retiré? Qu'est-ce que, de toute cette expérience-là, ça a eu quel impact sur toi? C'était une belle expérience parce que c'était vraiment un mode de vie très différent de nous. Oui. Hein, effectivement. On a vu toutes sortes de choses, on a appris toutes sortes de choses, puis on a essayé d'aider les jeunes parce que, bon, Jean-Marc, il disait, dans mes cours de biologie, il n'y a pas de cours de sexualité. Puis les jeunes de Louga, ils commençaient leur sexualité très, très tôt. Alors, on a fait des cours du soir de sexualité pour leur aider à comprendre comment ça se passait, puis à faire attention aussi. Alors, ça a été une partie. Puis on a voyagé un petit peu là, autour, les voyages. OK, tu as eu l'occasion de voir un peu oui. Des endroits durant ton Oui, puis tu sais, on voyait les gens qui vivaient dans la brousse, là. Il y avait les femmes, là, on les voyait arriver, là, quand on allait faire une petite tournée dans la brousse. On les voyait arriver avec une cuve d'eau sur la tête et le bébé accroché dans le dos. Dans le dos. Puis qui s'approchait, puis qui essayait d'atteindre un sein en même temps. Tout ça en même temps. Alors, c'était assez différent de ce que nous autres, on a vécu ici, hein? Mais oui. Et en revenant, vous avez passé combien de temps? On a passé 1 an en Afrique. Parce que, on a dit, on a vu tout ce qu'on voulait voir, mais ce qui était plus déterminant dans notre décision, c'est que on enlevait la place à 2 professeurs de cette région-là. Okay. Fait que ça veut dire que ces gens-là, ils ne travaillaient pas, là, c'était pas drôle. Alors, on a dit, regarde, on va leur donner leur emploi, puis on va retourner chez nous. Okay. Alors, on est resté 1 an. Et en revenant, est-ce qu'il y avait comme un choc culturel qu'il fallait pour s'adapter? Est-ce que c'était... Se réadapter? Non, ça n'a pas été si mal, ça. Ça n'a pas été vraiment le choc culturel. Le choc culturel, on l'a connu beaucoup plus en arrivant à Dakar. Okay. Hein, la capitale. Oui. Puis déjà, c'était très bien, Dakar. Mais quand on est arrivé à Louga, là, il y avait des maisons en terre battue, là. Nous autres, on avait une belle maison en pierre, là, en bloc de ciment, tout ça, mais on a vu autre chose. Alors, quand on est revenu, on a trouvé ça bien correct de revenir chez nous, bien heureux de retrouver nos familles. Et puis, Jean-Marc n'avait pas fini son université. Il étudiait en travail social. Alors, moi, j'ai dit, bon, je vais continuer d'enseigner. Alors, j'ai trouvé un travail à Saint-Isidore d'Oakland. Oh! Oui, okay. Qui s'appelle Saint-Isidore de Clifton maintenant. Et puis, la 2e année, je me suis ramassée à Deauville. Okay. Alors, bon, on a enseigné. J'ai enseigné, puis lui a fini ses études. On restait à Sherbrooke à ce moment-là. Et, bon, à ce moment-là, il fallait que Jean-Marc choisisse à quelle place il voulait travailler. Alors, il dit, « Oh, j'ai le choix, mais il dit, j'ai envie qu'on aille à Bécomo. » Bon, j'ai dit, « OK, pourquoi pas? On va connaître un autre coin de pays, pourquoi pas? » OK. et à ce moment-là, j'étais enceinte. Et on a déménagé à Bécomo. Et à ce moment-là, je n'ai pas pu enseigner parce que je devais accoucher au mois d'octobre. Alors, on ne voulait pas avoir une enseignante qui n'était pas prendre son congé de maladie tout de suite, son congé de maternité tout de suite. Alors, je n'ai pas enseigné, mais j'ai eu mon beau petit Hugo, mon beau petit bébé, qui était tout correct, qui était tout en forme et qui pleurait toutes les nuits. Puis bon, ça, en tout cas, c'était toute une vie. Puis, comment est-ce que c'est passé que vous avez quitté Bécomo pour venir à Thetford? Hein? Oui, parce que, bon, on était loin de notre monde, hein? Ça prenait 8 heures de trajet en auto pour pouvoir venir visiter nos familles. Puis Jean-Marc, il travaillait dans un centre jeunesse et il trouvait que les jeunes étaient pas bien traités, pas comme il aurait voulu qu'ils soient traités.
Alors, comme il était très malheureux de ça, il dit, je n'insisterai pas. On est resté un an, là aussi, à Bécomo. OK. Et bon, Jean-Marc avait le choix, il a fait application. On aurait pu aller à Québec, à Sherbrooke, bon. Et puis, il y avait Thetford Mines. Et Thetford Mines, l'avantage, entre autres, c'est que c'est une ville, comment dire, un peu centrale, hein? Un peu entre Scotstown, Lac-Mégantic, Sherbrooke, Québec. Là, tu sais, c'était à peu près à des distances semblables. Puis c'est une petite ville qui nous paraissait bien sympathique. Ça fait qu'on a décidé de s'installer à Thetford Mines. À Thetford Mines, donc Jean-Marc, il y avait son travail, mais je pense que quand vous êtes arrivé, c'était aussi la période du centenaire de Thetford. Oui, aussi, oui. Et donc, vu que tu avais l'expérience centenaire... Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai été embauchée, mais je me cherchais du travail, puis dans l'enseignement, là, il n'y avait pas besoin de personne. Bon, alors j'ai cherché autre chose et j'ai eu un emploi sur un projet gouvernemental, là, les petits projets PIL, projet d'intégration locale, je pense que c'est ça que ça voulait dire. Et c'est un petit projet qui durait 6 mois. Et puis, c'était aussi pour faire comme une espèce comment dire, pour fêter le centenaire, mais faire un petit musée, un mini-musée. OK. Une exposition muséale à l'occasion du centenaire. Et puis, bon, j'ai eu le poste là, pour faire de la publicité, puis pour essayer d'aider les autres à trouver des objets centenaires, puis bon, faire connaître aussi le projet, il fallait le faire connaître. Alors, le petit groupe avec qui je travaillais, il y avait M. Gérard Lamonde. Les gens vont peut-être s'en rappeler. Gérard Lamonde, c'était un ancien policier, mais il connaissait toute l'histoire de Thetford Mines. Lui, là, il me racontait plein d'anecdotes, c'était passionnant. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit, « Monsieur Lamonde, arrêtez, je prends des notes. » Parce que je veux écrire ce que vous me racontez. Ah, OK. Et j'ai dit, ben peut-être qu'on pourrait faire une chronique sur le journal avec ça, passer ça à chaque semaine pour faire de la publicité. Ça serait une belle publicité avec vos anecdotes. Fait qu'il dit, ben c'est bien correct. Fait que j'ai fait des anecdotes. Le journal, c'était Le Progrès, je crois. Le Progrès, oui. Oui, à cette époque-là, ont accepté mes petites chroniques. Ah. Et oui. Puis ils ont même dit, ben pourquoi vous n'iriez pas à CKLD tant qu'à y être, les lire à chaque semaine? Ah, ben j'ai dit, oui, ça va nous faire une belle publicité. D'accord. Et alors, donc, ça a progressé comme ça. Puis est-ce que tu as travaillé ici aussi à la télévision? Ah oui, mais beaucoup plus longtemps après, là, que j'ai... Oui, j'avais des petites chroniques, là, une fois par semaine. C'était 3-4 chroniques, là, je rencontrais des gens différents, puis je les interviewais. Puis bon, oui, j'ai fait ça aussi. Toujours pour aider les gens, tu avais aussi un projet d'aide, intégration et réaction pour les handicapés. Oui, intégration. C'est... bon, je voyais que les personnes handicapées avaient de la difficulté à intégrer le marché du travail, puis même à entrer dans des édifices, parce que quand tu es en chaise roulante, là, oh là là, puis il y a des marches, là, tu ne peux pas rentrer. Alors... j'ai dit un petit projet de 6 mois encore, ça serait bien, où est-ce qu'on irait rencontrer les employeurs, puis on leur dirait embaucher des personnes handicapées. C'est des personnes de confiance, c'est des personnes qui ont beaucoup de cœur à l'ouvrage. Oui. Et ça va même motiver votre monde là, qui travaille déjà là. Et puis, il faudrait aussi adapter vos entrées, puis les chambres de bain qui soient peut-être un petit peu plus grandes, plus fonctionnelles pour les personnes handicapées. Et on allait même jusqu'à leur demander d'avoir des stationnements spécifiques pour les personnes handicapées proches de l'édifice, proches du service. Alors, ça a été accepté, ça aussi. Comme je dis, si quelqu'un plante l'idée, mais toi, tu es là. Ben moi, j'aimais ça, développer ça. J'allais au Centre de travail Québec où j'allais au chômage, puis eux autres, ils acceptaient, c'était plus au chômage qu'ils acceptaient ce genre de projet-là. Alors, j'ai travaillé 6 mois. Et pendant qu'on faisait ça, j'ai développé, j'ai travaillé sur un centre de service, un centre de main-d'œuvre
spécifique pour les personnes handicapées. C'était un autre projet. Un autre, Oui. un autre projet. Et je pense aussi, grâce à Jean-Marc, sa compassion et tout ça, il a semé l'idée pour un service d'écoute Oui. pour les gens. Puis ça, c'était le début de ce qui est SOS. SOS Ondes d'amitié, qui s'appelle maintenant Expression. OK. Je pense que je travaillais à ce moment-là en Emploi Québec et j'ai sélectionné des gens qui vont partir le projet puis qui vont travailler dessus. Et puis, il fallait qu'ils trouvent aussi de la formation pour les personnes qui vont faire de l'écoute. Alors, on a eu des gens qui avaient déjà des compétences là-dedans, qui ont fait de la formation à des bénévoles. Et puis, j'ai même été sur un conseil d'administration avec une bénévole qui a fait ça pendant 25 ans. Mon Dieu. Parce que ça existe toujours, là, SOS Ondes d'amitié. Il ne reste qu'à peu près 4 minutes, mais c'est grâce à toi aussi, ton nom est vraiment associé avec Amnesty International. Ah ben oui, c'est ma plus grosse implication, ça même. Oui. Oui, oui, parce que c'est dans les années 80, en 79, là, que je vois à la télévision un reportage sur... on faisait du mal à des prisonniers d'opinion. OK. On les torturait. Okay. Alors, je me suis informée pour savoir s'il y avait un groupe d'amnistie dans le coin. Il y en avait un au collège avec Réal Clich. Et puis, je suis embarquée dans ça. Ils m'ont acceptée et on l'a développé. Et on a fait plein de choses. Et... je relisais ça ce matin, on a fait plein de choses, mais on a fait libérer une couple de prisonniers d'opinion, dont Joseph Ndinga. Joseph Ndinga, c'était un Zaïrois, c'était un prêtre, puis il avait été emprisonné parce qu'il avait sonné la cloche alors qu'il y avait des policiers qui s'en venaient pour arrêter ses paroissiens. Et puis il leur avait dit de se sauver, de ne pas être là. De quel pays? Au Zaïre. OK. Oui. Ça, c'était le Congo belge à l'époque. Maintenant, Okay. Ça s'appelle le Zaïre. Et ce prêtre-là, il était torturé à tous les jours. Et quand on a commencé à envoyer des lettres pour sa libération, la torture a arrêté, puis il a été jugé à nouveau et libéré. Et il est venu nous voir à Thetford Mines. C'est incroyable. Et sans doute, c'était quoi ta réaction, le fait que toi, vous avez eu qu'on a eu cet impact-là. Oh mon Dieu, ça nous faisait du bien de savoir que grâce au travail qu'on faisait, puis on a fait ça aussi en collaboration avec la Belgique, qu'eux autres, il y avait comme c'était le Congo belge. Alors, il y avait des liens, là, qu'on avait réussi à faire libérer des prisonniers. Puis, faire libérer ce prisonnier-là, mais aider aussi à plein d'autres prisonniers. Parce que chaque année, avant la COVID, là, on est plus tranquille avec la COVID, mais on faisait la campagne carte de vœux, entre autres, dans les écoles. On faisait dessiner des cartes aux enfants pour tel prisonnier à qui on envoyait la carte. Et ça donnait des résultats, ça aussi, là. Comme notre marathon d'écriture pour les adultes, où est-ce que ça donnait des résultats. On faisait la même chose, nous autres. On faisait peindre des cartes par les artistes, et puis on les envoyait. 70 % des cas de prisonniers qui ont eu ces cartes-là ont vu leurs conditions s'améliorer ou ont été libérés. Aïe, c'est déjà fini. Ah, puis là, on n'a pas dit que j'ai travaillé, puis tout ça, mais c'est pas grave. C'est déjà fini, mais merci beaucoup. Comme je dis, continue, parce que tu as un talent pour trouver les causes puis faire avancer les choses. Donc, oui, j'espère que Amnesty International, notre petit groupe à Thetford, qui est rendu très, très petit, qu'on va pouvoir, mon rêve, là, ce serait de pouvoir en faire un groupe plus important, qui aurait encore plus d'aide, de poids pour aider les gens. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous autres. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de partager, puis parlez-en avec vos amis. Donc, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre.